Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de la première semaine du marché des agents libres. Nous allons essayer de dresser une liste des gagnants et des perdants jusqu'ici. On va également parler des cas de Damian Lillard et de James Harden, deux joueurs majeurs qui ont exigé leur transfert. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Charles, c'est le dernier podcast de la saison, ça y est, officiellement. Avant les vacances, et ouais. Avant les vacances, avant la pause estivale. Voilà, j'en profite encore une fois pour remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent chaque semaine. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de vous parler, de faire tout ça ensemble. C'est top. Charlie, je voulais commencer ce podcast. On va se plier au jeu. Alors, le jeu des gagnants-perdants, c'est pas un jeu que j'adore particulièrement, mais je trouvais que c'était une bonne façon de parler de ce qui s'était passé cette première semaine. Il s'est passé énormément de choses. Donc, on va parler de ça, toi et moi. Mais avant de commencer là-dessus, j'aimerais justement faire un rapide coup de feu sur l'actualité des équipes et des joueurs sur lequel on va pas s'étendre plus que ça aujourd'hui. Sinon, on va faire un podcast de 5 heures. Et je suis pas sûr que les gens ont envie d'écouter un podcast de 5 heures. Moi, perso, je le ferai pas. Sauf si on le découpe en 5 parties. Pourquoi pas. Mais j'ai pas 5 heures devant moi. Toi non plus. Malheureusement pas. Voilà, donc es-tu prêt à... voilà. Donc, je te pose le décor et tu me dis ce que tu en penses en quelques mots, on en discute un peu et on passe à la suite, ok ? Ok. C'est parti. On va commencer par Memphis. Desmond Bane qui a obtenu un contrat de 5 ans, 207 millions, une extension. Les Grizzlies ont aussi fait venir Derrick Rose et Patty Mills, en plus de Marcus Smart. T'as l'impression qu'ils ont acheté, qu'ils ont recruté 3 gars pour servir de chaperon à Ja Morant. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ont fait les Memphis Grizzlies ? La prolongation de Bane, elle est énorme. Enfin, c'est un très gros contrat. Maintenant, que tu comprends ou pas ? Moi, je le comprends tout à fait. Oui, je le comprends parce qu'en fait, quand t'es les Grizzlies, t'as pas vraiment le choix. Tu sais très bien que t'es pas une franchise qui va attirer des free agents de renom. Bon, voilà, là au moins t'as tes trois, donc Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson qui sont sous contrat longue durée. T'as verrouillé ça, au moins maintenant tu peux construire autour de ce trio-là. Écoute, voilà, je comprends que certains trouvent que c'est trop pour un joueur qui, si je me trompe pas, n'est pas encore All-Star par exemple, mais en même temps, voilà, quand t'es Memphis, t'as pas le choix. Et certes, c'est une petite prise de risque, mais en NBA, t'es obligé de prendre des risques de toute façon, on le sait, surtout quand t'es une franchise comme les Grizzlies. Oui, je pense que tu vois, si on sort un exemple récent, l'espoir côté Memphis, c'est potentiellement de voir Desmond Bane faire une suite de carrière comme Jamal Murray, par exemple. Jamal Murray n'a jamais été All-Star et vient de te faire une campagne de play-off qui digne des plus grands joueurs de l'histoire, quoi. Tout à fait. Donc, je pense que c'est l'idée. Je me permettrais même de rajouter que dans ce noyau dur de Memphis, je mettrais bien Brandon Clark. Est-ce que c'est parce que j'aime beaucoup Brandon Clark ? Oui, mais je pense que Bane, Morant, Jackson Jr. et Clark, c'est vraiment pour moi les 4 gars qui forment la colonne vertébrale de cette équipe, vraiment. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, c'est bien pour cette équipe de miser sur la continuité, malgré les petits soucis qu'on a pu avoir avec Ja Morant. Et effectivement, le fait de prendre quelques vétérans pour l'encadrer... écoute, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Il faut espérer que ça marche, en tout cas. Derrick Rose, Patty Mills, je t'avouerais que ça m'a fait rire. Je me suis dit, ils vont loin quand même dans l'encadrement des jeunes, quoi. Bah ouais, mais il faut, enfin, tu vois, on peut que souhaiter que ça marche, quoi. Pour la franchise, pour la ligue, pour Ja Morant, il faut lui donner un cadre et peut-être que ça suffira à faire oublier ces épisodes un peu tristes, quoi. Tout à fait. On enchaîne. Les Wolves qui ont offert un nouveau contrat à Naz Reid et qui en ont profité également pour donner un contrat max à Anthony Edwards. Autant Naz Reid, je comprends et je trouve ça bien. Ça dépend de ce que vont faire les Wolves par la suite. Le max contract pour Anthony Edwards, j'adore parce que ça pointe pour moi dans la bonne direction, à savoir, toi et moi on en a souvent parlé, qui est de faire d'Anthony Edwards ton franchise player, et je pense que c'est exactement le pari qu'il faut faire. Et moi, je commence à me poser des questions sur l'avenir de Karl Anthony Towns à Minnesota. Ah ouais, tu commences vraiment. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends, je suis d'accord avec toi. Là, j'ai l'impression qu'il y a un coup de volant qui est clairement donné dans une direction,
Et si tu regardes un petit peu l'effectif des Wolves, Rudy Gobert, il est quasiment intransférable aujourd'hui, vu son contrat. Ouais. Et je pense que le joueur qui est capable de te rapporter la plus grosse contrepartie pour continuer à construire autour des McDaniels, Edwards et Rudy Gobert, qui est un joueur tout à fait bon à avoir dans son effectif s'il est bien entouré et bien utilisé, je persiste à le dire. Voilà, je pense que Karl Anthony Towns peut être un élément qui te permet de récupérer ce genre d'assets pour construire ton avenir, quoi. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Quand tu écoutes Karl Anthony Towns, en tout cas, tu as l'impression qu'il se voit totalement dans le futur des Timberwolves. Donc, Ouais, mais écoute, il faut voir. C'est clair que Karl Anthony Towns, ça va être la problématique à court, voire à moyen terme pour cette équipe. Est-ce que vraiment est-ce qu'il peut se satisfaire d'un rôle de lieutenant? Est-ce qu'il peut faire évoluer son jeu? Il est encore très jeune, mine de rien, Karl Anthony Towns. Il a surtout un contrat absolument colossal Ben oui. à venir. Je crois je sais pas si c'est maintenant ou qu'il commence l'extension qu'il a signée, mais il va être payé des sommes absolument folles dans les prochaines années, quoi. C'est à partir de 2024-2025 qu'il est payé plus de 50 millions. Oui, c'est ça, ouais. 50 millions, 54, 58 et 62 millions. Et oui. C'est une option joueur en plus en 2027-2028. Non, mais c'est le problème, c'est qu'il a un contrat qui va pas être facile à trader, tu vois. Genre, Mais il est encore assez jeune. Oui, il est jeune, encore il a assez un profil jeune intéressant. Voilà. Il a des qualités qui collent à la NBA moderne. Tout à fait. Mais effectivement, je pense que... Je pense qu'effectivement, le contrat qu'ils ont donné à Edwards est tout à fait logique, et je suis d'accord avec toi, c'est très bien de miser sur ce joueur-là et de se dire, bon, bah, c'est lui le patron à l'avenir. Maintenant, bon, il faut que ça se passe bien, il faut que ça matche, il faut qu'il n'y ait pas de, tu vois, par exemple, sur la hiérarchie avec Karl Anthony Towns, il faut que les choses soient très claires, parce que si tu ne trades pas Karl Anthony Towns et que tu mets pas les choses au clair sur la hiérarchie entre les deux joueurs, tu peux aller au-devant d'éventuels problèmes dans le vestiaire. Enfin, ce serait dommage que tout ça vienne gâcher ce qui est le début, a priori, d'une belle carrière pour Edwards. Tu penses que pour les Wolves, il y a encore l'idée de garder Towns et de faire en sorte que ton socle, ce soit Edwards et Towns? C'est une bonne question. C'est vrai que pour l'instant, on n'entend quand même pas grand-chose autour d'une volonté de trader Towns. Non, tout à fait. Pour le moment, il semblerait que ça soit le cas. Maintenant, on sait très bien qu'en NBA, la vérité de juillet n'est pas la vérité de janvier-février, donc on va voir. Oui, tout à fait. Si je regarde, le contrat de Rudy Gobert court jusqu'en 2025-2026. C'est également une option joueur. Ils ont quoi derrière? Ils n'ont pas énormément de joueurs qui restent accrochés à leur salary cap, à part Anthony Edwards, donc, qui vient d'être signé, et Naz Reid qui vient d'être prolongé également. On verra. En tout cas, les Wolves, je trouve que c'est une équipe intéressante à suivre, encore une fois, pour la suite, parce que y a des décisions, je trouve, qui peuvent s'imposer assez rapidement la saison prochaine si ça va pas dans le bon sens, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et je pense même que ça peut arriver avant la saison prochaine, quoi. Complètement. À Chicago, Nikola Vucevic qui a prolongé 60 millions de dollars sur 3 ans. Kobe White, 3 ans, 33 millions. Les Bulls, est-ce que c'est l'équipe la plus dépressive de la ligue ou pas? J'allais dire bizarre. Elle me rend triste, cette équipe des Bulls. Bah, moi, tant que Lonzo ne sera pas sur un parquet, je serai triste aussi avec ces Bulls. Mais écoute... Non, mais à la limite, le contrat de Vucevic, bon, c'est pas... Ils n'ont pas le choix, de toute façon, encore une fois. Ils n'ont pas le choix, et puis c'est pas si mal négocié en réalité. Tu vois, 3 ans, 60 millions de dollars, c'est pas aberrant. C'est quand même un joueur qui a... En fait, tu sais à quoi t'attendre avec Vucevic. Il n'y a pas de surprise, tu vas pas être déçu de son apport, sauf si tu as des attentes qui sont déraisonnables. Bon, voilà, moi, je suis pas fan de cette équipe. Enfin, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'ils vont. Je comprends pas très bien la construction de cet effectif. Bon, voilà. C'était difficile de le perdre, en fait, quoi, Vucevic. Bien sûr. Ouais, complètement. On verra. Ouais, c'est un peu genre... tu vois, c'est un peu la news bof, quoi. Voilà, c'est un peu la news, tu la lis, tu te dis, wow, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, de toute façon. Non, mais moi, ce qui m'a fait sauter, c'est d'entendre, enfin, de voir une interview
d'un membre du front office des Bulls, je ne sais plus c'est quel gars, qui dit finalement le deal avec Orlando, c'est plutôt bien terminé pour nous. Alors que si tu regardes, ils ont quand même perdu énormément dans ce deal, et je vois pas comment tu peux regarder ce deal en disant que t'es sorti, que quelque part tu ressors bien de cette histoire, quoi. Mais bon, Non, je suis d'accord. pour moi, il y a un déni de réalité du côté de Chicago qui fait peur, en fait. Voilà. Après, en théorie, c'est pas terminé du côté de Chicago, parce qu'ils ont demandé une enveloppe, ils ont demandé une Disable Player Exception pour compenser le fait que Lonzo Ball va faire une nouvelle saison blanche, donc ils ont encore de la marge financière pour recruter, en théorie. Ouais, complètement. LaMelo Ball qui re-signe pour un max aux Hornets, clairement le franchise player de cette équipe. Désormais, t'as été surpris ou pas du tout? Formalité? Bah non, pas surpris, parce que c'est un peu comme les Grizzlies, ils sont obligés en fait enfin, tu vois, quand t'es les Hornets et que t'as un joueur comme LaMelo Ball, tu le gardes et tu le sécurises le plus longtemps possible. Et c'est la machine à sous, LaMelo Ball. Faut bien se rendre compte que LaMelo Ball, sa popularité en termes de marketing et tout ça, mais c'est un bijou en fait. Ouais, mais c'est pas étonnant, c'est un joueur qui est hyper spectaculaire, maintenant, l'incertitude, elle est physique, hein. De toute façon, je pense que pour tous les rejetons de la fratrie Ball, on aura toujours un peu ce doute-là, physiquement, comment ça va se passer. Là, il sort d'une saison où il a joué même pas 40 matchs. Voilà, c'est la seule incertitude que j'ai. Maintenant, si physiquement tout va bien pour LaMelo, il y aura évidemment, le contrat est 1000 fois légitime, et enfin 1000 fois compréhensible en tout cas. Les Bucks ont fait revenir Chris Middleton et Brook Lopez. C'était attendu. Il y a Robin Lopez qui rejoint son frère à Milwaukee. Milwaukee perd Joe Ingles et Javon Carter. Dans cette histoire, je crois qu'ils ont re-signé Jake Crowder aussi. Oui. Alors, encore une fois, on est toujours dans le même cas de figure. Ils étaient obligés quelque part de faire revenir Middleton et Brook Lopez sous peine de les perdre pour aucune contrepartie et d'avoir aucune marge de manœuvre pour les remplacer. Plutôt un bon deal, ou tu penses que les Bucks avaient autre chose à faire? Alors, ça, c'est une question qui est compliquée. En tout cas, j'aime bien la durée des contrats. Ils sont pas longs. Et je trouve que, alors on peut voir ça de deux côtés, c'est-à-dire on peut dire c'est pas très long, ça les met en péril dans la durée vis-à-vis de Giannis. Mais moi je trouve ça plutôt bien parce que t'as 2 saisons, on va dire, à vivoter avec ce groupe. Tu pourras toujours dire à Giannis Antetokounmpo, on a fait ce qu'on a pu et on est allé jusqu'au bout de cette histoire, je trouve. En fait, pour moi, la question, c'est... Alors déjà, je suis assez content, en fait, qu'ils aient prolongé... qu'ils aient réussi à... En fait, je suis content qu'ils donnent une deuxième chance à ce groupe. Ouais. Parce que la fin de saison dernière, Giannis a beau nous expliquer que c'est pas un échec, c'est quand même une fin que pas grand monde n'attendait. Et je suis persuadé que cette équipe et que cet effectif peut faire bien mieux. Et donc, je suis pas mécontent qu'ils aient une nouvelle chance. En fait, je trouve que ça dépend beaucoup de Chris Middleton, quoi. Chris Middleton, depuis 2 ans, physiquement, c'est compliqué. Ouais. Bon, voilà, s'il arrive à retrouver un peu de sa superbe, c'est un bon contrat. C'est un très bon contrat, parce que il me semble que c'est 100 millions sur 3 ans. Bon, voilà, si on retrouve le Middleton d'il y a 2 ans, c'est un très bon contrat. Brook Lopez, il s'est bien gavé. Mais en même temps, en fait, c'est difficile de dire ça quand on parle de telle somme, mais c'est complètement mérité. Enfin, Brook Lopez, c'est un des joueurs qui a le plus fait évoluer son jeu et qui a le plus progressé à des âges où normalement tu ne progresses plus. On en a beaucoup parlé, toi et moi, de ça d'ailleurs. C'est un joueur qui est extrêmement intelligent, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. Alors oui, c'est cher, mais en même temps, il suscitait des intérêts. Il suscitait notamment, par exemple, l'intérêt des Rockets, qui le voyaient bien encadrer la progression d'Alperen Sengun. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais bon, voilà, c'est un gros contrat. Mais d'abord, c'est pas très long. Ensuite, c'est mérité. Enfin, c'est mérité. C'est compréhensible. Et ouais, je suis assez content de voir cette équipe se donner une nouvelle chance. Ouais, j'ai hâte de voir également comment le changement de coach, c'est Adrian Griffin, donc qui remplace Budenholzer. J'ai hâte de voir comment ce changement de coach, parce que Budenholzer avait quelque part besoin de ces joueurs-là dans son schéma. En tout cas, il avait réussi à retirer le meilleur de cette association entre Lopez, Middleton, Antetokounmpo, Jrue Holiday et toute la clique. J'ai hâte de voir comment le changement de coach va aussi impacter les temps de jeu, les rôles de chacun sur le terrain.
Ça va être intéressant à suivre. Ouais, tout à fait, ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais en tout cas, c'est évident que les décisions contractuelles qui ont été prises ont été prises en concertation avec le nouveau coach. Enfin, tu vois, il sait très bien dans quoi il s'embarque et c'est aussi pour ça que moi j'ai hâte de voir ce que ce groupe-là, avec un peu de sang frais sur le banc, peut donner. Ouais, complètement. Ouais. Le dernier point d'actualité dont je voulais parler avec toi, on va se dépêcher un petit peu. On a déjà passé la barre des 15 minutes. Les Kings qui re-signent Sabonis, Trey Lyles, Harrison Barnes. Il y a d'autres choses. Il y a Duarte qui va arriver aussi. Mais alors ça, c'est confirmé parce que moi, j'ai pas vu de confirmation là-dessus. Si, il y a eu un échange de pics Ok. de draft et Duarte vient des Pacers. Il y a également le MVP de l'Euroleague, Sacha Vezenkov, qui sera là. Je ne sais pas quoi penser. Alors, ne me demandez pas mon avis sur le MVP de l'Euroleague. Je ne suis pas du tout l'Euroleague et je demanderai à mes amis Lucas, notamment Jacobelli, qui suit cette ligue, je lui demanderai ce qu'il en pense au début de la saison prochaine. Les Kings, est-ce que tu as l'impression que c'est une bonne chose de faire revenir le groupe ou tu penses que un petit coup de frais, ça aurait été bien aussi? Non, je pense que c'est intéressant de faire revenir le groupe. Effectivement, injecter un poil de sang neuf, ça aurait pas été mauvais. Bon, Sabonis, je trouve que c'est un peu cher. Alors, je sais très bien tout ce qu'il Ouais, apporte, je sais, mais moi, j'ai un problème avec Sabonis en playoff. Je suis désolé, mais Sabonis en playoff ne m'a jamais pleinement convaincu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand t'es les Kings, bah, t'es obligé de commencer à regarder vers le haut et donc à regarder vers les playoffs. Je te dis pas du tout que les Kings vont viser le titre la saison prochaine, c'est pas le cas, mais bon, voilà, c'est vrai que je trouve peut-être ça un poil cher. Maintenant, je comprends aussi très bien pourquoi ils l'ont fait. Et encore une fois, je sais quel rôle il a, notamment dans l'attaque de cette équipe. tout Bon, à fait. je comprends. Je comprends. C'est vrai que ça me titille un tout petit peu parce que je suis toujours un peu frustré par son apport en playoff, mais c'est compréhensible et oui, je comprends qu'ils aient décidé de miser sur la continuité. En fait, quand tu sors de tant d'années de galère et que tu vis une saison pareille, bah, c'est normal d'avoir envie de construire là-dessus et pas tu vois, de pas vouloir faire des gros Complètement. changements tout de suite, quoi. Oui, de garder cette dynamique, de garder ce groupe qui vit très bien ensemble et qui, je pense, va attaquer la saison prochaine avec la volonté de confirmer cette magnifique saison qu'ils nous ont sortie. Bien sûr. Pareil, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner du côté des Kings. J'ai une confiance aveugle en De'Aaron Fox. C'est vraiment un joueur dont j'estime énormément le talent. Comme tu dis, Sabonis, c'est extrêmement important dans leur système de jeu. Harrison Barnes, je sais pas. Je sais pas si Ah, de toute façon, c'était le. en tout cas, moi, celui que j'attends particulièrement, je t'avoue, c'est Keegan Murray, là. Oui, complètement. Ouais. Là, ça peut potentiellement, cette saison, être vraiment solide. Il est en train de foutre le feu à la Summer League, c'est Oui, trop il est en drôle. train de... Ouais, mais c'est injuste. C'est un adulte qui joue contre des enfants, là. C'est sûr. Oui. Après une série en 7 face aux Warriors, je pense que Ouais, t'imagines la la Summer transition. League, ça doit te faire bizarre, quoi. C'est clair. C'est tout à son honneur d'être venu participer à ça. On va faire la liste de nos gagnants et de nos perdants. On va commencer par les gagnants et on va commencer, Charlie, par ton équipe, les Los Angeles Lakers, qui ont arrêté de se laisser distraire par les stars qui brillent, par les petites choses qui brillent dans la nuit. Et ils se sont mis au travail. Rob Pelinka pour bâtir une équipe autour de LeBron James et Anthony Davis. Ils ont notamment re-signé Austin Reeves à un prix qui dépasse ma compréhension, 56 millions sur 4 ans. Je comprends même pas comment c'est possible que personne ne se soit jeté sur ce jeune homme. Bref, ils sont allés chercher un très bon contrat pour D'Angelo Russell. 2 ans, 35 millions. Rui Hachimura, 3 ans, 51 millions. Gabe Vincent, magnifique pioche, Ouais. 3 ans, 33 millions. Ils ont également pris Taurean Prince sur une saison. Il y a Cam Reddish, Jackson Hayes qui ont l'air d'être des paris, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Les Lakers, incroyable intersaison, quoi. Bah ouais, alors si on voulait être un peu...
Si on voulait être un peu méchant, on dirait que ça marche quand même mieux quand c'est Pelinka qui s'occupe de la free agency et pas LeBron James et Rich Paul. Ça, Qu'est-ce que c'est t'es clair. méchant! Oh, quelle mauvaise langue. Mais t'as raison. Non, mais voilà, Pelinka a fait du super boulot. Moi, j'avoue que je faisais partie de ceux qui pensaient que ce serait très dur d'à la fois prolonger tout le monde et de se renforcer. Et c'est aussi pour ça que j'étais pas convaincu, tu vois, par le fait de pouvoir conserver un joueur comme D'Angelo Russell, parce qu'on sait que parmi les joueurs en fin de contrat dans le roster, c'était pas la première priorité. Il passait après Reeves et Hachimura. Mais Pelinka a parfaitement géré son coup et effectivement, il a fait preuve de patience sur le dossier Reeves, alors que beaucoup s'attendaient. Tu te rappelles, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que le contrat soit signé à minuit 1, tu vois, dès l'ouverture de la free agency. Tout Et à c'est vrai fait. que les montants qu'on estimait et qu'on projetait sur ce contrat étaient bien plus importants que ce qu'il a finalement signé. Donc oui, effectivement, c'est du très bon boulot. Les contrats qui ont été donnés, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Hachimura, sont vraiment raisonnables. Taurean Prince et Gabe Vincent, c'est intéressant. Bon, Cam Reddish, j'attends de voir. Il a montré parfois des choses intéressantes dans son début de carrière NBA, notamment à Atlanta et à Portland, mais c'est vrai il peine à convaincre sur la durée. Et il est quand Jackson même Hayes. trimballé d'équipe en équipe. Ouais, Enfin, c'est ça. il y a quand même des questions à se poser quand un joueur ne cesse de bouger comme ça. Exactement. Il sait qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. C'est ça, je suis bien d'accord. À l'intérieur, bah, Jackson Hayes, ok, c'est pas l'assurance tout risque, mais moi j'ai envie de croire qu'il peut progresser. Il a que 23 ans. En saison régulière, il peut apporter des minutes intéressantes, derrière notamment Anthony Davis. Et Euh, c'est un profil dont ils avaient absolument besoin. Exactement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le truc qui est un peu marrant, c'est que Hayes, Hachimura et Reddish, c'est les 9e, 10e et 11e choix de la draft 2019. Petite anecdote. Donc C'est voilà, beau. le roster n'est pas encore complet. On peut s'attendre à ce qu'il y ait encore un ou deux joueurs qui arrivent, potentiellement, probablement Ouais. à l'intérieur, Alors, potentiellement. j'ai regardé ça justement. D'un point de vue contractuel, Rob Pelinka a vraiment. Enfin, c'est une. On utilise ce mot à toutes les sauces, j'en ai marre de l'entendre, mais je le dis quand même, masterclass Masterclass, ouais. de Ouais. Rob Pelinka. Si tu regardes comment il s'est positionné contractuellement avec toutes les signatures au niveau de la luxury tax, c'est c'est du grand art en fait. Bien sûr. C'est incroyable. Mais Et donc là, ils ont leur second round pick, donc leur deuxième shot draft qui est Max Lewis, qui est potentiellement euh, un, un poste 5 qui s'est shooté, qui est vraiment, qui a vraiment un profil très intéressant. Je vous invite à aller regarder les petites vidéos highlights qu'il y a de lui. Certains fans des Lakers sont absolument convaincus par la pertinence de ce choix. Ça voudrait dire que si ils le signent, ils auront donc les 14 joueurs requis sous contrat qui seront juste à la limite de la tax line. Et donc, ils ont peut-être quelques marges de manœuvre encore à mettre en action ensuite, quoi. ouais, mais de toute façon, C'est incroyable, en fait, la flexibilité que Rob Pelinka arrive à maintenir après toutes ces signatures. eh oui, mais en fait, c'est quelque chose qu'on sait, enfin, c'est un élément qu'on met en avant sur Rob Pelinka depuis qu'il a été nommé en tant que general manager, c'est que en fait, en NBA, il y a très peu, il y a très peu, il y a très très peu de personnes qui ont une aussi bonne connaissance des spécificités des contrats NBA et du salary cap que lui. C'est un ancien agent de joueur, c'était l'agent notamment de Kobe Bryant, et c'est vraiment quelque chose qui a toujours été mis en avant sur lui, c'est son immense connaissance et sa parfaite maîtrise de cet aspect-là. Donc là, effectivement, on en voit l'illustration. Écoute, voilà, c'est vraiment très intéressant. Dans l'ensemble, là, l'effectif, il est plutôt profond. Bon, je trouve quand même qu'il y a encore quelques manques à l'intérieur et c'est quelque chose qui avait déjà coûté aux Lakers sur les playoffs précédents, notamment en finale de conférence Ouest. Donc, à voir si c'est corrigé. J'espère que Max Christie aura quelques minutes dans la rotation. C'est sa deuxième saison NBA et de ce qu'on Mhm. a pu voir en Summer League, il a vraiment progressé offensivement. Il semble prêt à passer un cap. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais surveiller de près. Mais oui, effectivement, en tant que fan des Lakers, moi je suis ravi. Enfin, tu sais très bien à quel point, pour moi, il est bien plus important d'avoir un effectif étoffé Tout à plutôt fait. que d'empiler des stars. Et surtout quand tes franchise players sont des joueurs qui sont susceptibles de louper un bon paquet de matchs dans la saison, et on sait très bien que c'est le cas d'Anthony Davis et de LeBron James maintenant. Est-ce que je peux t'avancer une théorie conspirationniste, Charles, Allez. s'il te plaît? J'ai vu que pas mal d'insiders avaient pointé du doigt un fait très troublant, Charles. Tintin. J'ai pas d'effets spéciaux sonores. Tu l'as très bien fait. On me donne aucun budget. C'est lamentable. Euh, apparemment, les contrats tels qu'ils sont montés de D'Angelo Russell et de Rui Hachimura, avec deux, trois, enfin, une ou deux pièces en plus,
correspond presque idéalement au montant annuel du contrat de Kyrie Irving. Non, bah ça suffit, mais ça suffit. Je savais tellement pas par quoi t'allais conclure. Et apparemment, s'il y avait encore une volonté de faire venir cet homme, ce n'est pas complètement impossible. En tout cas, oui, c'est ça. Contractuellement parlant, Pelinka pourrait. Tu crois que Pelinka, quand LeBron James l'appelle pour lui soumettre des idées de signature ou de transfert, tu penses que Pelinka lui renvoie le cas Westbrook à chaque fois ou pas? Je me demande vraiment si ça existe dans ce genre de conversation. Je sais pas. En tout cas, je pense que quand tu as été une des personnes les plus proches de Kobe Bryant et que tu connais l'éthique de travail et la mentalité de Kobe Bryant, je vois pas comment c'est possible que tu sois fan d'un joueur comme Kyrie Irving, quoi. Je pense que vraiment c'est improbable mais laisse-moi tranquille, de toute façon. Excuse-moi. Tu sais très bien que je peux pas résister. On va parler des Suns de Phoenix. Après avoir fait venir Bradley Beal grâce à sa clause de non-transfert, ça aide quand tu veux aller exactement là où tu veux aller. Wink wink, Damian Lillard. Phoenix avait un défi de taille, celui de bâtir une équipe autour de 4 joueurs quasiment au max. KD, Booker, Bill et Ayton, donc avec que des contrats minimum quasi. Et ben j'ai envie de te dire, Charlie, c'est chose faite. Ils ont réussi à faire venir Eric Gordon, à re-signer Damian Lee, Keita Bates-Diop, Drew Eubanks, très bonne pioche, Chimezie Metu, Josh Okogie qui revient, Yuta Watanabe qui a été signé, qui joue aux Nets, Jordan Goodwin qui est venu dans le deal avec les Wizards, Ish Wainwright qui était déjà chez eux, qui a été re-signé, et Isaiah Todd qui viennent d'échanger à Memphis pour 3 futurs second tours de draft en 2025, 2028 et 2029. Je t'avouerai que quand ils ont commencé à compiler, parce que tout est allé extrêmement vite du côté des Suns, franchement, James Jones, le gars, n'a pas perdu son temps une seconde, quoi. C'est clair. Quand il a commencé à compiler toutes ces signatures, je me suis dit, ouais, pas mal. Damian Lee, pas mal. Keita Bates-Diop, vraiment pas mal. Drew Eubanks, pas mal du tout. Yuta Watanabe, pas mal du tout. Et alors, quand ils ont recruté Eric Gordon, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe à Phoenix, quoi? C'est incroyable, en fait, d'avoir réussi à... Franchement, je ne m'attendais pas à une telle réussite en termes de signature, quoi. Parce que, juste pour une précision qui, pour moi, est quand même très importante dans ce recrutement, d'habitude, ce genre d'équipe a tendance à aller signer des vieux gars qui sont en fin de carrière, qui n'ont plus rien à donner depuis 2-3 ans déjà, et qui, quelque part, tu signes un nom et une expérience. Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je veux dire, Okogie, il a 24 ans, Eubanks et Metu, ils ont 26 ans, Bates-Diop, il a 27 ans, Watanabe, il a 28 ans, Damian Lee, il a 30 ans. C'est que des gars qui sont dans des âges où ça a fait sens, quoi. Oui, en fait, c'est ça qui complique l'analyse de cet effectif, je trouve. C'est que, effectivement, on était très curieux de savoir comment ils allaient s'en sortir. Ils avaient une marge de manœuvre qui était très limitée. Et oui, effectivement, c'est beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Oui. Mais donc, ça complique quand même l'analyse de cet effectif, en fait, parce que du coup, on est un peu, tu vois, on est agréablement étonné. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, en fait, est-ce que vraiment, concrètement, tu vas au titre avec ça? Complètement. C'est ça la question, parce qu'en fait, quand t'es Phoenix, tu t'en fous d'aller jouer une demi-finale ou une finale de conférence. Quand t'as un trio, voire même un quatuor comme celui que tu as, c'est pas du tout pour t'arrêter en demi ou en finale. Donc, défensivement, cette équipe, excusez-moi du terme, c'est un cauchemar. Enfin, c'est un cauchemar pour eux. La défense risque d'être un gros problème pour cette équipe. Maintenant, comme on avait pu le dire pour les Nets à l'époque, l'attaque des Suns risque d'être tellement hors de ce monde que il faudra juste être dans le milieu de tableau en termes d'efficacité défensive. Et toi et moi, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une compilation de noms sur une fiche d'effectifs. Il faudra voir comment tout ça prend forme sur un terrain. Et c'est à Frank Vogel de trouver les solutions et de trouver les bonnes combinaisons. Et puis en play-off, on sait tous que c'est une autre histoire encore en play-off. C'est-à-dire que là, si tu peux pas te reposer sur une défense, sur une bonne défense à un moment ou à un autre,
ça peut être compliqué. Et c'est ce que tu dis, c'est jusqu'où tu vas avec tout ça, en fait. Bah c'est ça, c'est la question. Alors après, ils ont une variable d'ajustement dans l'effectif. C'est DeAndre Ayton, tu vois. Tout à fait, ouais. Même si sa cote est certainement pas la plus élevée depuis le début de sa carrière, on sait que d'ici à février, ils peuvent mettre en place un trade pour faire évoluer leur effectif. Il y a eu beaucoup de discussions cet été autour d'Ayton, notamment avec les Mavs, avant que ça ne tombe à l'eau. Et moi, je suis plutôt content en soi, parce que j'ai assez envie de voir ce que Frank Vogel va pouvoir faire avec lui. On l'a déjà dit, Frank Vogel est un coach qui a su faire briller tous les pivots qui sont passés entre ses mains quasiment, que ce soit Indiana ou Lakers. Il a toujours su comment les utiliser. Donc, j'ai hâte de voir. Maintenant, oui, en fait, je sais pas quoi penser. C'est vraiment, tu sais, vraiment, c'est une prise de tête pour moi, cet effectif. Déjà, je trouve qu'il manque encore un meneur derrière Booker. Si c'est bien à lui qu'on confie la main, derrière Booker et Payne, je trouve qu'il manque un profil peut-être défensif. Je vois que Darren Collison est testé. Alors, je suis désolé, mais moi, Darren Collison, on l'a eu aux Lakers il y a 2 ans. Non, mais faut arrêter avec Darren Collison. Il y a 2 ans, c'est pas sérieux. Déjà... Voilà, je suis d'accord, c'est pas sérieux. Il y a Jordan Goodwin, logiquement, qui est capable de faire. Après, je pense que leur idée, c'est d'utiliser KD, Bill ou Booker en permanence sur le terrain pour avoir la balle dans les mains. Eric Gordon et Goodwin qui sont également capables de remonter le ballon à l'occasion. Est-ce que tu as besoin d'un chef d'orchestre beaucoup plus aguerri pour faire fonctionner ce truc-là? C'est le jeu auquel... c'est le test que tente Phoenix alors qu'il est. Moi, j'avoue que l'absence de vrai meneur me gêne un tout petit peu. Tout à fait. La probable utilisation de Booker à la main, alors certes, c'est un poste qu'il maîtrise, ça, il n'y a aucun problème, mais quand les Suns l'ont utilisé comme ça, historiquement, d'un point de vue collectif, ça n'a pas toujours été exceptionnel. Individuellement, il s'en sort parfaitement bien, il stat comme il faut, etc., mais collectivement, c'est pas toujours des bilans parfaits. Bon, il a un talent qui est hors norme, Devin Booker, donc ça va lui permettre d'assurer, mais enfin... Ces derniers mois, Devin Booker, c'est le meilleur, ou alors, allez, si on veut débattre, c'est un des tout meilleurs arrières de la ligue. Quand tu vois les playoffs qu'il a fait, c'est délirant. Maintenant, bon, est-ce que vraiment, tu vois, c'est ce mec-là que tu vas changer de poste, que tu vas aligner à la main, où il aura des responsabilités différentes, où il devra gérer les choses différemment? Je sais pas, c'est quelque chose qui me pose question. Et l'autre chose, l'autre aspect problématique potentiellement, tu l'as dit, évidemment, c'est la défense, même s'il a encore Booker a montré en play-off que quand il veut, il est quand même loin d'être ridicule dans la matière. Mais voilà, et Vogel est un coach défensif qui peut... On peut se dire a priori qu'il est en capacité de trouver les bonnes combinaisons défensives sur le terrain, de créer quelque chose qui tienne la route, on va dire. Tout à fait. Pour mettre en place une défense collective en NBA, c'est un des meilleurs, Vogel, ça c'est clair. Bon voilà, en fait, je sais vraiment pas quoi penser de cette équipe. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Pour autant, tant qu'on n'aura pas eu un vrai échantillon, tu vois, comment ça se passe, l'entente Booker-Bill Durant. Bon voilà, j'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Le potentiel de cette équipe est absolument monstrueux. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que cet effectif-là suffit pour aller au titre? Sachant que si tu ne gagnes pas le titre la saison prochaine, c'est quoi qu'il arrive un échec. En fait, aujourd'hui, Phoenix s'est mis dans une situation où c'est le titre ou un échec. Ouais. Et un passage à la caisse. Ah ouais, le passage à la caisse, il va faire mal. Ouais. Passage à la caisse, il est trop drôle. Je regardais d'ailleurs, je suis tombé sur une liste des équipes qui payent le plus de la taxe, la luxury tax. En 5e position, pour les projections de la saison 2023-2024, en 5e position, on a le Heat qui devrait payer pour l'instant 13 millions en taxes, en luxury tax. Boston, 13 millions 2. Les Suns, 16 millions 4. Pourquoi 16 millions 4? C'est parce qu'ils ne sont pas encore dans la repeater tax. La repeater tax, c'est-à-dire que si tu dépasses allègrement le salary cap d'année en année, plus tu le dépasses le truc, plus ça se prolonge dans le temps, plus la pénalité est grande. Je dis ça parce que vous allez voir les équipes qui suivent. Le top 2, c'est les Warriors qui vont payer 48,6 millions, d'accord, pour une masse salariale qui est à 181 millions. Et en première position, Charlie, c'est les Clippers. La masse salariale, elle est à quasiment 202 millions de dollars.
Et il paye en taxe, en luxury tax, il paye 155,5 millions de dollars. C'est quasiment équivalent à ce qu'il paye en salaire, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent d'une deuxième masse salariale. C'est n'importe quoi. Écoute... Et les Suns arrivent tambour battant. Hey, les Clippers, attention, there's a new sheriff in town. Ouais, non, mais c'est dingue quand même de se dire... Incroyable, c'est génial, c'est génial, je trouve ça génial. Tout ça pour se faire sortir au premier tour, en plus en playoff, les Clippers, bien joué. L'argent n'est pas un problème, oui, c'est sûr. Les résultats non plus. Bref, notre troisième équipe gagnante, les Pacers. Les Pacers qui ont réussi à signer Bruce Brown, qui était un des agents libres les plus convoités de cette cuvée. Alors on peut dire, ouais, il a été surpayé 45 millions sur 2 ans. Mais si tu regardes un petit peu tous les spécialistes de la masse salariale, de la luxury tax, de tout ce qui concerne les contrats des agents libres, ce qu'ils expliquent, c'est qu'Indiana, avec le contrat de Bruce Brown, finalement, vu que la deuxième année, je crois que c'est une team option. C'est une team option. Magnifique. Donc, grosso modo, c'est que tu garantis une année seulement, et que si jamais tu as un transfert à faire, tu as un joueur qui fait cette somme, enfin plus de 20 millions annuels, que tu peux facilement caser dans n'importe quel deal en cours d'année ou l'année d'après. Ce qui, d'un point de vue du front office, est tout à fait agréable, en fait, puisque ça te permet de faire des deals que tu n'aurais pas pu faire autrement. Oui, ils ont également fait un transfert pour faire venir Obi Toppin, et cerise sur le gâteau, ils ont offert le max contract à Tyrese Haliburton. C'était une évidence, là encore. C'est clair. T'allais dire quoi, Charlie, par rapport à Bruce Brown ? J'allais dire que c'est assez bateau ce que je vais dire, c'est assez bidon, mais en réalité, le fait de lui mettre une team option sur la deuxième année, c'est aussi un moyen de le maintenir sous pression. Bruce Brown, c'est un mec qui vient d'être champion NBA, qui touche son premier gros contrat. Là, en mettant une deuxième année en team option, tu t'assures que le gars va pas... pas se reposer sur ses lauriers, mais que le mec va pas être en mode j'ai gagné mon titre, j'ai mon gros contrat, maintenant je vais me la couler un peu douce, tu vois. Bon, tout à fait. Connaissant la mentalité du joueur, de toute façon, c'était peu probable, mais là au moins, moi je trouve que vraiment avoir réussi à mettre cette deuxième année en team option, c'est très 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 bien. Toi et moi, les auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps, et bienvenue à ceux qui nous écoutent dès aujourd'hui. Si c'est votre première fois, bienvenue dans le podcast NBA Corner. Mais les gens qui nous écoutent depuis longtemps savent que Indiana est une équipe qu'on aime beaucoup dans sa construction, le coach, tout. Enfin, cette équipe, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sympa qui se construit. En tout cas, j'aime bien cette équipe, j'aime bien la façon dont elle est en train de se monter depuis l'arrivée de Tyrese Haliburton. Et voilà. Et l'arrivée de Bruce Brown, qui est un joueur que j'aime beaucoup, forcément. Tout ça fait que je trouve cette équipe qui, clairement, ne joue pour pas grand-chose, je pense pas encore, tout du moins. Oh, moi je pense que cette année, il commence un peu, là. En tout cas, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, clairement, et c'est une équipe que je vais suivre encore une fois avec grand plaisir la saison prochaine. Ah bah de toute façon, tant que Tyrese Haliburton sera à la main, je vais pas louper de match. Hein, voilà. Bah alors déjà évidemment, donc il y a quand même deux sujets principaux sur l'intersaison d'Indiana. Il y a le premier évidemment, c'est la prolongation en tant que designated player de Tyrese Haliburton. Donc son contrat pourra monter jusqu'à 260 millions sur 5 ans. Et ouais, c'est logique. On parle d'un joueur de 23 ans, déjà All-Star, c'est un des plus gros potentiels parmi les joueurs de sa génération. Il a prouvé qu'il avait les épaules pour être le meneur d'une franchise qui va monter en puissance. Son talent à la création et au scoring est absolument évident. Enfin voilà, Indiana a vraiment mis la main sur un joyau et donc c'est complètement normal de le sécuriser sur le long terme et de lui proposer cette extension. Et l'autre sujet, on l'a déjà évoqué, c'est le recrutement de Bruce Brown. Bon voilà, on sait que les Nuggets espéraient le garder, mais à ce prix-là, c'était trop compliqué. Ah oui, de toute façon, les Nuggets, contractuellement, c'était... quasiment aucune marge de manœuvre. En fait. Et j'ai vu qu'il y a une vague de critiques contre lui parce qu'il avait dit qu'il partirait pas pour l'argent, etc. Attendez les gars, regardez les contrats qu'il a touchés jusqu'à maintenant dans sa carrière. Grave, en une signature, il va gagner plus que ce qu'il a gagné sur l'ensemble de sa carrière. Donc. Exactement. Donc il n'y a aucun joueur des Nuggets qui n'a pas exprimé sa joie de le voir signer ce contrat-là. Enfin, tout à fait, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut plutôt être content pour le joueur.
Bon, écoute, voilà, à Indiana, il y a encore du boulot. Il me semble qu'il y a quelques places dans le roster et qu'il y a quelques free agents qui sont intéressants. J'avais lu des rumeurs, notamment sur PJ Washington ou TJ Warren, sur le fait qu'ils pouvaient éventuellement intéresser la franchise. Moi, dans tous les cas, voilà, je suis effectivement, je suis assez optimiste pour Indiana. Je vois pas ce qui va les empêcher de continuer leur montée en puissance. Je pense qu'on peut vraiment continuer à se régaler devant le jeu de cette équipe. J'ai hâte de voir le duo Haliburton-Obi Toppin, qui, s'il n'est pas le joueur le NBA le plus complet, est quand même un sacré athlète. Et C'est clair. je pense que leur relation entre les deux pourrait être vraiment sympa. Et puis attends, ils l'ont récupéré pour 2 seconds choix de draft, quoi. C'est vraiment, Elle va être fun, cette équipe des elle va être Pacers, trop c'est fun. sûr. Elle va être trop fun. Il y a la question Buddy Hield, comme toujours dans les rumeurs de Oui. trade, etc., etc. Bon, est-ce que lui aussi, ça va être une variable d'ajustement, comme on a pu l'évoquer pour d'autres Oui, équipes Buddy cette Hield, saison? Miles Turner, ça reste... c'est les John Collins des Pacers, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai lu beaucoup de choses assez positives sur Jarras Walker, qu'ils ont drafté, qui visiblement est un intérieur défensif avec un profil assez intéressant et qui colle plutôt bien aux besoins de la franchise. Voilà, Indiana, ça bosse bien, on le sait depuis des mois maintenant. Maintenant, il faut confirmer tout ça sur le parquet. Et pour moi, aujourd'hui, aller accrocher une place en play-in, voire bout de play-off, c'est dans leur corps d'aujourd'hui. Et j'espère que c'est ça qu'ils vont viser dès cette saison. Ouais, complètement. On va passer aux perdants. On va commencer par les Mavericks de Dallas. Alors, je comprends que certains vont dire, oh, attends, n'importe quoi. T'es trop un D'où, hater. voilà, d'où Dallas est un perdant de cette free agency. Je pense que quand tu payes Kyrie Irving plus de 42 millions ou 42 millions par saison, avec une player option, il me Ouais. semble, Oui, oui, c'est une player sur la option. dernière année de son contrat, Tout à fait. que ce contrat est quasiment aligné sur le contrat de Luka Doncic, qui est ton franchise player incontesté. Quasi, c'est sur le 3/4, je crois, du reste du contrat de Doncic. Kyrie Irving est censé être là, si tout se passe normalement. Voilà, je tousse, oui. Je sais pas. En fait, l'erreur des Mavericks s'est faite avant cette free agency, mais la question que je pose, Charlie, c'est contre qui ils se battaient pour imposer ce contrat? Est-ce qu'ils avaient peur que Kyrie Irving ne signe pas ou de signer un contrat en dessous de ce que Kyrie Irving voulait et donc d'avoir un Kyrie Irving qui boude? Et tout le monde sait qu'un Kyrie Irving qui boude, bah, c'est pas bon. Si ça commence comme ça ne peut aller que en s'aggravant et ça peut vite devenir très très moche, on le sait tous. Voilà, dans les autres deals concernant les Mavericks, il y a eu la signature de Seth Curry. J'adore Seth Curry, excellent shooter, incroyable joueur. Mais quant à Luka Doncic et Kyrie Irving, la pertinence de faire venir Seth Curry, bah, tout d'un coup, elle s'amoindrit parce que tu peux pas faire jouer ces 3 joueurs-là ensemble. Clairement, c'est impossible. Ils font venir Dante Exum. Alors là, pour le coup, qui était en Euroleague jusqu'alors. Là, il y a quasiment aucun risque et potentiellement, ça peut bien se passer. Surtout que Dante Exum, c'était un très bon défenseur. Excellent, ouais. Ils ont essayé de faire venir Matisse Thybulle. Et puis finalement, les Blazers se sont alignés, donc pas de Matisse Thybulle qui viendra. Mais c'était un profil qui leur aurait fait du bien. C'est un profil qui était exactement ce qu'ils cherchaient. Là, ils viennent de faire un sign and trade pour faire venir Grant Williams, ce qui est plutôt une bonne chose concernant pour les Mavericks. On va dire que c'est le genre de profil qu'ils cherchent. Ouais. La signature de Seth Curry apporte également un autre truc, pardon, j'ai oublié de le souligner. Ça leur permet d'ouvrir la possibilité de transférer Tim Hardaway Jr. Enfin, Tim Hardaway Jr. et Javel McGee sont 2 joueurs qui vont essayer de transférer pour récupérer des pièces qui font sens autour de Doncic, Kyrie Irving et du reste de l'effectif. Personnellement, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que tout ça va mener les Mavericks quelque part. Eux qui étaient en finale de conférence il y a 1 an. Et voilà, je vois mal les Mavericks réussir à se rétablir de cette décision de faire venir Kyrie Irving. Et ça, je dis ça dans le sens où même si ça... Enfin, en partant du principe que ça va bien se passer avec Kyrie Irving. Et pareil, on n'a aucune garantie à ce niveau-là.
Ouais, alors après, en fait, le problème, c'est qu'on l'a dit dès février dernier, ils étaient obligés de prolonger Kyrie, en fait, cet été. C'était ils étaient obligés de le faire pour valider le Oui, trade mais réalisé. à ce prix-là, ça reste quand même. Bah, pour moi, ça reste une. Encore une fois, je pose la question qui était en phase 2 Oui, mais en fait, ça c'est en fait, le pour problème, donner un c'est contrat à Kyrie, en fait. oui, mais le problème, c'est que comme c'est Kyrie, en fait, on sait, enfin, tu vois, tu peux pas prendre le risque, en fait. Kyrie, si ça se trouve, il voulait ses 3 ans, ses 126 sur 3 ans, et si Dallas était pas prêt à lui donner, il aurait été prêt à signer au minimum chez les Lakers, tu vois, on n'en sait rien, en fait. Oui, Tu peux pas peut-être, peut-être. anticiper, tu peux En, pas anticiper, en c'est tout c'est cas, pas possible. bravo à Kyrie Irving d'avoir créé son marché, d'avoir créé ce truc-là. Franchement, le mec, j'applaudis des deux mains parce que alors pour sa capacité à récolter de l'argent, elle est incroyable. Je veux dire, c'est Mais oui, mais parce que le joueur reste, bravo quoi. Non, non, mais bien sûr, non, mais je comprends bien le talent et tout ça. Il y a aucun problème. Jamais, au grand jamais, je ne remettrai en question le talent de ce voilà, c'est joueur. ça. Parce que moi, alors oui, il est instable. Oui, on sait effectivement pas du tout s'il va rester concentré sur le basket tout au long de la saison. Oui, sa compatibilité avec Doncic pose question. Mais en fait, quelque part, c'est trop tard pour se dire tout ça. C'est des éléments auxquels il fallait penser en février dernier. C'est le pari des Mavericks. Quoi Voilà, qu'il c'est arrive, il va ça. falloir qu'ils vivent avec. À Ouais. la limite, aujourd'hui, tu peux te demander si le profil d'un mec comme Van Vliet, par exemple, aurait pas été plus compatible avec Doncic. Mais on peut pas non plus tomber dans l'irrespect complet avec Kyrie Irving. Si ce mec-là se concentre sur le basket, et je sais que c'est un énorme si en lettres capitales, mais si ça arrive, c'est quand même un meneur exceptionnel. C'est un mec qui peut permettre à cette équipe de varier le rythme, de gérer les minutes sans Doncic. Il est clutch, techniquement, il est complètement hors norme. En termes de finition au cercle, il y a quand même pas grand monde qui est meilleur que lui. À 3 points en carrière, il doit pas être loin des 40%. Bref, dans un monde idéal, si les planètes s'alignent, et si on oublie la carrière de Kyrie depuis qu'il a quitté Cleveland, bon, bah c'est hyper intéressant. Maintenant voilà, c'est un énorme si. C'est effectivement, est-ce qu'il sera dans le bon état d'esprit? Est-ce qu'il est décidé à redevenir le joueur de basket qu'il a pu être? C'est en tout cas, on a bien senti que Dallas voulait, ou parce qu'ils n'avaient pas le choix peut-être, mais veut construire l'équipe autour de ce duo-là, et c'est aussi pour ça que l'intérêt pour des défenseurs comme Matisse Thybulle, l'arrivée de Grant Williams, elle s'inscrit également dans ce schéma-là. Il devrait devenir titulaire après quelques années à Boston, où il a principalement été en sortie de banc, et il colle tout à fait aux besoins de cette équipe. Il y a de la défense, il y a du shoot aux 3 points, il y a de l'expérience en playoff, le contrat est raisonnable. Bon voilà, je comprends qu'on puisse mettre les Mavs dans les perdants si on ne croit pas en l'association Kyrie-Doncic, et je suis d'accord avec ça. Moi, j'y crois pas beaucoup. Dès le début, j'y croyais pas. Malgré tout, je trouve qu'ils ont quand même limité la casse avec le reste du recrutement. Voilà, tu l'as dit dans tes exams, il va apporter de la défense. Cette Curry en sortie de banc, bah, ça va faire du shoot. Alors oui, c'est compliqué de le faire jouer avec Kyrie et Luka, mais tu peux quand même trouver tu peux trouver des rotations qui lui permettent d'avoir un vrai rôle en sortie de banc. Je trouve qu'il manque clairement un pivot titulaire. Alors j'entends beaucoup de bien sur le rookie, comment il s'appelle déjà, Lively. J'entends des Mhm. choses très bien, mais j'ai du mal à l'imaginer titulaire dès le début de la saison. D'ailleurs, Christian Wood, qui était leur pivot la saison dernière, est toujours sans contrat, donc on va voir comment ils finissent de compléter l'effectif. Et moi, surtout, j'attends de voir comment Jason Kidd, qui m'a franchement déçu la saison dernière, va s'en Mhm. sortir avec tout ça. Comment est-ce qu'il va faire cohabiter le duo Irving-Doncic? Comment est-ce qu'il va gérer les rotations de manière à ce que la défense soit pas trop problématique? Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur cet effectif. Et il y a une énorme responsabilité entre les mains de Jason Kidd, ça c'est clair. Oui, le fait qu'ils aient fait venir Grant Williams, c'est vraiment un plus. La Oui. volonté de faire venir Matisse Thybulle, c'est un bon signe aussi. Si j'essaye de pas être négatif concernant Dallas. Voilà. L'intersaison n'est pas terminée côté Mavericks. Comme tu dis, l'importance est-ce que Jason Kidd va pouvoir remettre en place cette défense qui leur a permis de faire une excellente saison il y a un an et d'atteindre les finales de conférence. Euh, voilà. Je trouve que là, ça ressemble, enfin, c'est encore c'est très juste. J'ai l'impression que Dallas part du principe, un peu comme Phoenix, on va tout miser sur notre puissance offensive et puis défensivement, on essaie d'accrocher le milieu de tableau. Mais excusez-moi, mais enfin, je vois pas où est-ce que ils ont, enfin, comment ça fonctionne tout ça. Ça me semble compliqué quand même. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Par contre, il y a une victime
très probable de l'arrivée de Dante Exum, et ça c'est un peu dommage, c'est Nilikina. Hein. Là, Nilikina, je vois pas comment est-ce qu'il va pouvoir retrouver une place dans cet effectif-là Oui, bah après ça, l'arrivée de Dante Exum. Nilikina. Si, ils ont fait venir Richon Holmes aussi, mais bon, Richon Holmes, qu'est-ce que tu veux? Le mec, il jouait même pas à Sacramento. Est-ce que c'est crédible de penser que Richon Holmes va pouvoir jouer ne serait-ce que 15-20 minutes en sortie de banc? Bah, ça me semble compliqué quand même. Je sais pas. Ouais. On verra. Là, l'autre équipe, dans les perdants, on a retenu, toi et moi, les Rockets de Houston, qui ont fait signer dans le désordre Fred VanVleet, Dylan Brooks, Jeff Green, Jock Landale. Grosso modo, moi, j'ai eu quand même un peu l'impression que Houston, ça partait dans tous les sens. Fred VanVleet, je suis content de le voir choper un contrat. Je trouve que c'est un joueur vraiment de qualité et je comprends ce que cherche à faire Houston en faisant venir un gars expérimenté qui va pouvoir un peu driver les jeunes dans le vestiaire et sur le terrain, imposer un peu son expérience. Il est quand même champion avec Toronto. Jeff Green, pareil, on voit bien comment dire, les bienfaits qu'il a eu dans le vestiaire des Nuggets. Je veux dire, Fred VanVleet, sa 3e année de contrat, je crois que c'est une team option. Jeff Green, tous les contrats qu'ils ont signés, il y a une flexibilité, il y a une marge de manœuvre en tant qu'équipe. Dylan Brooks, ils lui ont fait signer un contrat à 80 millions qui est intégralement garanti. Et ça, je t'avoue, même si le profil de Dylan Brooks à Houston, avec Ime Udoka comme coach, je peux concevoir le pourquoi du comment tu fais ce choix. Maintenant, à ce prix-là, est complètement garanti. Waouh! Ouais. Il y a quand même une marge, quoi. C'est clair. Il y a quand même... Ouh! T'y vas, quoi. Hein. Je sais pas, bizarre. Oui, moi, en fait, sur le papier, moi je comprends ce qu'ont voulu faire les Rockets, prendre quelques vétérans capables d'encadrer les jeunes, apporter leur expérience, etc., accélérer la progression des Jalen Green, Porter Jr., Sengun, etc. Ok, je comprends. Dans ce cadre-là, effectivement, l'arrivée d'un VanVleet, par exemple, je la comprends tout à fait. Alors oui, c'est cher, mais c'est pour 3 ans, voire 2, parce qu'il me semble, comme tu le dis, que c'est une clear option une team option, pardon. Oui, je confirme que c'est une team option sur la 3e saison. Ouais. Et en fait, de toute façon, le marché des meneurs, cet été, il n'était pas énorme. Il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait beaucoup de monde sur le dossier VanVleet, et visiblement, Ime Udoka le voulait vraiment. Mm-hmm. Donc, je trouve, quelque part, je trouve ça cohérent, tu vois. Tu prends un coach comme Ime Udoka, qui, malgré ses histoires extrasportives, a quand même une grosse cote. C'est normal de lui donner un peu... pas ce qu'il veut, mais en tout cas de lui donner les atouts pour mettre en place ce qu'il veut. Maintenant, effectivement, moi, le souci que j'ai, c'est le contrat qu'ils ont proposé à Dylan Brooks. Que le joueur ait pu les intéresser, pourquoi pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est 80 millions sur 4 ans, pleinement garanti. C'est un contrat qui est très important, plus encore quand on connaît l'impact que le nouvel accord peut avoir sur les finances et sur les ambitions d'une équipe. Bon, voilà, j'attends de voir comment ça va se passer. En théorie, tout peut très bien se passer, mais quelque part, enfin, tu vois, sur le papier, tu prends ces mecs-là pour encadrer les jeunes et accélérer leur progression. Mais qu'est-ce que tu fais si, au contraire, ils leur prennent trop de temps de jeu et qu'ils freinent leur développement? En fait, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif des Rockets pour la saison prochaine? Est-ce que c'est lutter pour le play-in? Ce qui serait déjà une progression colossale, parce que depuis 3 ans, Houston, c'est 20 victoires de moyenne par saison. Hein. Faut qu'on s'en rende compte, c'est 20 victoires de moyenne. Donc oui, il y a un scénario où tout va bien, où Udoka confirme tout le bien qu'on a pu penser de lui sur la saison qu'il a fait à la tête des Celtics, avec un Dylan Brooks plus focalisé sur le parquet et moins éparpillé, avec des jeunes qui progressent, qui passent un cap, ce serait super. Mais il y a aussi un scénario où ça fonctionne pas, où ça coince entre les jeunes et les VanVleet, Brooks, Jeff Green, où voilà, tu vois, où il y a une espèce d'incohérence entre le fait d'avoir pris des mecs qui... parce que je suis désolé, mais VanVleet, je doute qu'il se contente du fait de jouer les bas-fonds de la conférence Ouest. Ce mec-là, je sais pas. Tu vois, il veut avoir un minimum d'ambition sportive quand même. Enfin, en tout cas, ça me semblerait logique. En tout cas, il vient clairement, ramené à Houston avec la volonté de changer la mentalité, de changer ouais, bien sûr. La culture de la lose qu'il y a jusqu'alors. Je pense oui, mais du coup, est-ce que Houston, c'est surtout dans une conférence Ouest qui, si tu regardes aujourd'hui l'intersaison, la conférence Ouest, enfin, c'est waouh. Toutes les équipes se renforcent de tous les bords. Donc la place de Houston dans cette hiérarchie, elle est pas claire.
Oui, mais le truc, c'est que tu vois, par exemple, on a pu évoquer ces dernières années, enfin ces derniers mois, voire dernières années, le problème de ce qu'on a appelé la double timeline du côté des Warriors. Ouais, Est-ce que ouais, tu vas pas avoir un petit problème similaire à Houston? En fait, moi, je c'est un sais peu pas. ça. Je pense que les Van Vliet et les Jeff Green sont là pour former la jeunesse, tu vois. Et c'est pour Oui, ça mais à qu'ils sont quel sur des prix? contrats courts. À quel prix? Former la jeunesse, je veux bien, mais si c'est pour Je faire sais des pas. saisons à moins de 25 victoires, Bah, non, je pense que c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de gagner avec ces gars-là. ouais. Jeff Green, j'ai un doute sur le fait que Jeff Green joue plus que 10-15 minutes en sortie de banc vu l'effectif dans lequel il se trouve aujourd'hui. Mais à voir. À voir, À mais voir. Et Dion Brooks, à voir, parce que bon, voilà. J'attends de voir ce que ça va donner avec Udoka. Cette saison, on a vu que à trop s'éparpiller, il était parfois pénalisant pour sa propre équipe. Et ça aussi, tu vois, quand tu cherches à encadrer des jeunes, est-ce que c'est la mentalité de Dion Brooks que tu veux ramener? admettons qu'il a appris sa leçon Admettons. en voyant que les Grizzlies ne voulaient absolument pas le faire revenir, que certains de ses coéquipiers avaient l'air de quand même de bien tourner les talons et de dire bon débarras C'est clair. quand le club a annoncé qu'il ne le re-signerait pas. Bon. Alors qu'on se souvient tous des espèces de danse et de mise en scène dans les couloirs. Voilà, non mais c'est ça. Enfin, je veux dire, bon, t'avais l'impression qu'il était hyper bien intégré, puis tout d'un coup, c'était persona non grata, je sais pas. En fait, Très, les très choses vont bizarre. beaucoup, beaucoup dépendre d'Ime Udoka, de la culture et Mm. de l'état d'esprit qu'il va réussir à insuffler. Après, c'était une de ses qualités, c'est quelque chose que les joueurs de Boston ont toujours mis en avant sur lui, c'est que il arrivait vraiment enfin, à créer un esprit de groupe et à emmener un groupe, tu vois, à créer quelque chose. Donc voilà, peut-être que effectivement c'est le bon coach pour qu'un Dion Brooks, comme tu dis, comprenne vraiment que il faut qu'il arrête de s'éparpiller et qu'il faut qu'il se focalise un peu plus sur son jeu et sur son équipe. En tout cas, Mais au premier abord, c'est pas évident le projet de Houston, ce qu'ils non, essayent de faire, je non et trouve. puis il y a des gros manques. Enfin, par exemple, Et, j'ai hâte de voir leurs chiffres au shoot extérieur cette saison, quoi. ouais. Et c'est pour ça qu'on les met aussi dans cette catégorie, quoi. Même si, bon, voilà, très sincèrement, Même si probablement il y a pire gagnant, qu'eux. perdant, tout ça, les amis, on sait tous que les choses sont jamais tout blanc, tout noir, et ça se trouve, ce qu'on dit là, ça se révélera être totalement une erreur monumentale la saison prochaine, je veux dire. Non mais c'est ça, et puis je pense Toi et sincèrement, moi, on en a bien conscience. même aujourd'hui, je pense qu'il y a pire qu'eux, tu vois, genre Hmm. dans cette free agency. Mais voilà, il y a quand même une forme de risque et il y a une cohérence qui est pas toujours très claire, quoi. Ah, mais on aurait pu trouver des équipes vachement pires avec des projets inintéressants et en parler aujourd'hui. Ça n'a pas été notre choix, Charlie. Ah ouais, non, non. On a aussi choisi ces équipes-là pour une question d'intérêt. On va passer à la dernière équipe dans cette rubrique des perdants, les Portland Trail Blazers, qui ont re-signé Jeremy Grant pour 5 ans à 160 millions de dollars, entièrement garantis. Pareil, question pour les Blazers, qui menaçait de signer Jeremy Grant pour un contrat aussi riche et de vous le prendre, quoi. Je veux dire, à moins que vous pensiez que Damien Lillard allait certainement partir si vous ne re-signez pas Jeremy Grant, mais j'ai presque envie de te dire, Charlie, on en a parlé toi et moi en off, que cette signature de Jeremy Grant est pour moi l'exemple type, c'est l'exemple concret qui fait que Portland, au bout d'un moment, joue avec la patience d'un mec comme Damian Lillard, quoi. Tu vois ça et tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous donnez autant d'argent à ce gars-là? Enfin, il est quasiment payé la même somme que Jason Tatum, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il est entièrement garanti, son contrat. Il n'y a aucune flexibilité. Aucune. Ouais, bah, bravo Clutch Sport, hein. Ça devient un contrat Bravo. quasiment intransférable. Ah ouais, bah, Enfin, c'est complètement intransférable. En tout cas, aujourd'hui, il est intransférable. Peut-être dans 4 ans, quand il sera expirant, on en reparlera. Mais enfin, donc, c'était aujourd'hui, quoi l'idée? C'était de définitivement décourager Damien Lillard et de lui dire, t'as vu, hein, on est vraiment des nazes. on est vraiment naze, quoi, tu vois. Bah, je sais pas, écoute. Mais je sais pas. Ça, pour moi, clairement, c'est un des trucs où j'ai pas compris la volonté de cette équipe Non, mais en plus, si tu veux, le timing, de faire ça.
En fait, est-ce que vraiment ils lui ont filé ce contrat sans du tout en parler avec Damian Lillard, par exemple? En fait, le Je problème, sais c'est que pas. c'est illisible ce qui se passe à Portland. Il est là Mmh. le vrai problème. C'est que c'est complètement illisible ce qui se passe à Portland parce que vu le timing, en gros, le timing, ça a été annonce du contrat de Jeremy Grant, quelques heures après, demande de transfert de Damian Lillard. Alors Ouais. est-ce qu'ils ont filé ce contrat à Jeremy Grant sans en parler à Damian Lillard? Est-ce que Damian Lillard s'est dit, «Ah non mais attends, c'est clairement pas avec lui que je vais espérer quoi que ce soit». Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Ouais. Grant, il a un profil qui est précieux en NBA, mais ce contrat, en fait, rend son profil, tout l'inverse de précieux. Enfin, c'est ça qui est terrible avec les contrats de ce genre, les contrats aussi entre guillemets «toxiques», c'est que c'est des joueurs qui sont Jeremy Grant, vraiment, il a un profil qui devrait intéresser plein de monde en NBA. Mais aujourd'hui, qui va être intéressé à l'idée de récupérer un contrat pareil pour un joueur? Et voilà, Enfin, exactement. En fait, c'est j'allais dire pour un joueur aussi limité, c'est méchant, parce qu'on parle quand même d'un très bon défenseur, d'un mec qui score sa vingtaine de points depuis maintenant 3 ans, il me semble, facilement. sa valeur n'est pas à ce montant-là, tout simplement. Voilà, sa valeur n'est C'est pas à un ce très montant. bon joueur, mais c'est pas ce joueur-là. Non, c'est ça, exactement. Et donc oui, non, Portland, c'est très très compliqué. Et Et donc Portland, Damian Lillard. Damian Lillard qui demande à partir, qui exige que ce soit Miami. Et les voilà donc encore dans ce bras de fer qui, à mon avis, va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. Même si je pense que pour les deux parties, que ce soit Portland et Lillard, ce serait mieux de réussir à trouver une solution d'ici le début du training camp. Mais là, c'est quand même mal barré, quoi. Je veux dire, quand il y a l'agent de Damian Lillard qui téléphone à tous les clubs qui seraient potentiellement intéressés par Damian Lillard en disant hé les gars, si vous le faites venir, je vous préviens tout de suite, il va tirer la gueule et ça va pas le faire. On a passé un cap, on a passé un cap dans la stratégie de découragement, quoi. ah oui, là, c'est complètement décomplexé, là, effectivement. Il a même fait une interview dans laquelle il le reconnaît ouvertement. Mmh, Et c'est normal, enfin, c'est normal. Il est dans son rôle d'agent, il pense aux intérêts de son joueur. Maintenant, tout à fait. effectivement, c'est compliqué. Honnêtement, c'est une situation qui est compliquée. D'abord, ça fait, c'est pénible en vrai, hein. On aurait bien aimé que ça se termine différemment entre Portland et Lillard, parce que c'est quand même un joueur qui a été, c'est un joueur qui a marqué l'histoire de cette franchise. Et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se dire que l'attitude qu'il a là, elle est un peu à contre-courant de tous les discours qu'il a tenus ces dernières années sur le fait de pas vouloir utiliser plus qu'il ne le faut le pouvoir qu'ont les joueurs, sur le fait que rejoindre une grosse équipe, quitte à mettre la pression sur sa franchise actuelle, bah c'est pas terrible. Enfin, bon, voilà, en termes de comportement, effectivement, on retrouve pas trop les prises de position qu'il a pu avoir ces dernières années. Mais c'est un problème qui est extrêmement courant en NBA, en fait. Moi, qu'un joueur demande son trade, à la limite, ça me dérange pas. Par contre, qu'il demande son trade en donnant une liste des destinations, ça, pour le coup, je trouve que c'est un vrai problème pour sa franchise d'origine, que c'est un vrai problème. En fait, ça devrait pas être possible. Enfin, c'est un vœu pieux, parce que je sais bien qu'il n'y a aucun moyen de l'en empêcher, mais en fait, je comprends même pas qu'il puisse y avoir débat aujourd'hui sur qu'est-ce que doit faire Portland. Aujourd'hui, ce que doit faire Portland, c'est trouver la meilleure solution pour eux, et puis c'est tout. Il n'y a pas de, Mmh. il y a aucun monde où ils doivent se sacrifier pour Damien Lillard, quoi. C'est pas possible. Adrian Wojnarowski a sorti un papier hier sur ESPN pour expliquer justement qu'aujourd'hui, de toute façon, voilà, Joe Cronin, le patron du front office des Blazers, a conscience que c'est probablement le transfert le plus important de la franchise pour les 5 voire 10 prochaines années. Ah, c'est clair. Euh, En fonction de ce qu'il va récupérer dans ce transfert, qui ne peut pas se permettre d'aller récupérer les pièces plus que pas top que propose Miami. Clairement, le package que propose Miami, c'est pas ça que cherche Portland. Et tu peux pas leur en vouloir. C'est clairement naze, quoi. Par rapport à ce qu'ils sont susceptibles d'obtenir dans d'autres cas. Maintenant, est-ce qu'il y a une troisième équipe à aller chercher et ainsi de suite. Toutes ces conversations-là, tous ces détails-là vont être réglés par les clubs qui vont se mettre d'accord. Il y a dans ce papier également une autre précision qui est importante. Il explique que tous les general managers qui ont eu ce coup de fil de Aaron Goodwin, l'agent de Damian Lillard, disent qu'ils n'ont pas peur en fait. Que pour eux, Damian Lillard a montré que c'était un joueur, voilà, c'était quelqu'un de professionnel
et que s'ils le faisaient venir dans leur club, avec un projet concret à lui proposer, avec une vraie volonté de le faire venir comme la pièce, comme la dernière pièce pour aller chercher un titre, ou d'être vraiment extrêmement compétitif, ils pensent tous être en mesure de le convaincre de jouer et de se donner à 100% sur le terrain. Et donc, de ce point de vue-là, le tableau est peut-être moins noir que ce qu'on voudrait faire croire, quoi. Maintenant, voilà, manifestement, il y a une volonté claire de Lillard. Lillard réagit comme s'il avait la non-trade clause de Bradley Beal dans son contrat. Exactement. Mais ce n'est pas le cas. Et je tiens à souligner également une autre chose, c'est que Damian Lillard, il y a 1 an, l'été dernier, il a signé un contrat, une prolongation de 2 ans à 122 millions de dollars. Je veux dire, quand tu fais ça, tu acceptes d'une, de prendre l'argent, deux, de faire en sorte que ton équipe, elle puisse plus faire grand-chose en termes de quel genre de joueur elle peut signer et quel genre de flexibilité financière elle dispose pour essayer de construire autour de toi. Donc Lillard, il va pas non plus nous faire croire que... Il ne faudrait pas non plus qu'il essaie de nous faire croire que c'est une victime dans l'histoire. Non. Il a pris l'argent, il a fait un choix conscient en faisant ça, en signant ce contrat, et que ça allait forcément tout compliquer derrière. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, l'espèce là, on est sur une situation où tout le monde est à l'arrêt, se regarde, et tu as l'impression que ça va être très compliqué. Cette situation-là, elle était tout à fait attendue, quelque part. Donc, bon. Ouais, mais bon, en tout cas, c'est clair que c'est un dossier qui est compliqué, et comme tu l'as dit, si Miami veut espérer récupérer Damian Lillard, et attention, parce que c'est devenu important aujourd'hui pour Miami, parce que Miami, s'ils font pas Damian Lillard, on peut refaire un podcast sur les perdants de la free agency. Miami sera très bien placé parmi les perdants quand même. Hein. Bah là, ils sont en train de tout bloquer pour ça. Bah c'est ça. Et donc voilà, on va voir. En tout cas, le seul espoir pour Miami aujourd'hui, c'est clair, c'est de trouver une troisième équipe qui accepte de les arranger, parce que Portland n'est pas intéressé par Tyler Hero. Donc, parce que Miami, quelque part, ils ont presque plus le choix désormais de transférer Tyler Hero. Tyler Hero, apparemment, ne veut plus jouer pour Miami. Bah, en tout cas, alors je sais que c'est des petits signes, c'est un peu des petits trucs à la con, mais effectivement, il a viré dans sa bio Twitter, il a viré le fait qu'il jouait pour le Heat, il a viré tous les signes qui le rattachaient à la franchise de Miami ont disparu, en tout cas de ses réseaux sociaux, il me semble. Donc c'est clair que c'est pas un signe qui est très encourageant sur la volonté de continuer ensemble. Ça, c'est et plus cette histoire traîne... Ah, mais cette histoire va traîner. Hein. Plus les free agents signent à droite, à gauche, et toi, pendant ce temps-là, bah, quelque part, t'es bloqué. Et si jamais ils font venir Damian Lillard, ils vont avoir besoin de compléter autour. Oui. Vas-y, dis-le. Non, mais dis-le. Non, toi, tu le dis. Toi, tu le dis. On le sait très bien, avec cette équipe de Miami, c'est le genre de pronostic que tu ne peux pas faire, parce qu'ils vont te sortir 3-4 joueurs non draftés sous le lit, là, et on va se rendre compte qu'en fait, les mecs sont non seulement bons, mais en plus sont capables de contribuer en play-off, quoi. Tu vois. Maintenant, il faut qu'on arrête de faire des pronostics sur Miami, ça suffit. Ouais, ils vont aller chercher des joueurs non draftés, ouais. Des mecs qui sont au two-way contract quelque part, là. Ouais, c'est ça. Ou qui jouent en Grèce, ou je ne sais où. Et dans 2 ans, ils signent aux Lakers pour le mid-level exception. En tout cas, c'est clair que les exemples Gabe Vincent, Max Strus, etc. vont certainement inspirer des joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'étais un joueur hors des circuits en NBA, s'il y a bien une franchise chez qui je vais toquer pour leur demander de faire des tests, c'est Miami, quoi. Autre joueur, et ça va être notre dernier segment de ce podcast, transférer une superstar, c'est forcément toujours très compliqué en NBA. Enfin, oui et non. Mais c'est souvent une affaire de plusieurs mois et ça se passe jamais en quelques jours, très rarement en tout cas. James Harden, donc, qui est pareil dans cette situation, on en a déjà parlé, toi et moi, la semaine dernière. Mais je voulais revenir un petit peu sur le cas de James Harden parce que on se rend bien compte clairement qu'aujourd'hui, James Harden a envie de bouger, a envie de recouper son argent, a envie de palper le blé, clairement. Et j'ai retracé un petit peu 2-3 choses concernant James Harden.
il faut avoir conscience que James Harden a probablement aujourd'hui, donc on est à été 2023, l'impression de ne pas avoir touché des sommes absolument mirobolantes qui se comptent en plusieurs dizaines de millions de dollars, et il a raison. En 2020, je vais refaire un peu l'historique. En 2020, il refuse l'extension de contrat des Rockets, 103 millions sur 2 ans, ce qui aurait fait de lui le premier joueur à l'époque à 50 millions de dollars la saison. Mieux encore, s'il avait signé cette extension, il aurait pu ensuite signer le Supermax avec Houston en tournant en moyenne à 60 millions la saison de ses 33 à ses 37 ans avec des revenus garantis, soit le Graal pour tous les joueurs NBA. En octobre 2021, une fois qu'il est parti aux Nets, il refuse de signer l'extension de contrat proposée par Brooklyn, avec l'idée d'opter pour son option à 47,4 millions pour la saison 2022-2023, et ensuite signer une extension de 4 ans à 223 millions l'été suivant, avec une dernière année de contrat qui aurait été dans la zone des 61,8 millions de dollars. Ça aurait fait de lui, à l'époque, le premier joueur à afficher une saison à 60 millions. Il y a aujourd'hui Lillard qui a une option, une player option à 63 millions pour la saison 2026-2027. Et on parlait de Karl Anthony Towns aussi tout à l'heure. Bref, dans les deux cas que je viens de citer, la situation a drastiquement changé dans les mois qui ont suivi. Il affirmait, d'ailleurs, j'ai retrouvé tout un article où il affirmait être le plus heureux du monde à Brooklyn. Il disait non, mais vous inquiétez pas, l'extension, c'est une formalité. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu Kyrie Irving qui est venu tester sa volonté et sa patience. Et puis, il a fini par demander son transfert. À Houston, il savait que l'équipe n'était pas compétitive. Et plutôt que de signer son contrat, il a demandé tout de suite son transfert. À Philadelphie, l'an dernier, il a accepté de faire un sacrifice de 14-15 millions de dollars environ pour pouvoir faire venir PJ Tucker et Daniel House. Au hasard, si je prends 2 joueurs, on va prendre Ben Simmons ou Kevin Durant. Voilà 2 joueurs qui ont signé leur extension et qui se sont retrouvés à demander leur transfert 1 an ou au moment où leur extension entrait en vigueur. Et en fait, tu réalises aujourd'hui, si tu regardes en arrière, que James Harden, je ne sais pas si on peut parler de présence d'esprit ou de calcul ou je ne sais quoi, mais certains pourraient dire qu'il est bête de ne pas avoir signé ses extensions avant de demander de les transférer. Mais quelque part, je pense que si tu te mets dans sa position aujourd'hui, il est impossible de regarder en arrière et de se dire je me suis vraiment auto-saboté depuis 3 ans, quoi. Ouais. Et clairement, ça explique le pourquoi du comment quand Philadelphie est venu lui dire « Eh ben vas-y, mec, teste le marché des transferts, mais nous, on va pas t'offrir le max, on aimerait te signer pour moins. » Et je pense que c'est à la base de sa contrariété avec Philadelphie, le fait qu'il demande à ne plus y être, en fait. Oui, mais c'est clair que Philadelphie savait aussi très bien qu'il n'y a pas de marché, en fait, pour James Harden. Mais non, mais c'est bien sûr. Moi, je te parle de James Harden, de son point de vue à lui, de se dire, mon Dieu, j'aurais pu toucher 250 millions jusqu'à mes 37 ans si j'avais mieux navigué ma barque, quoi. Oui, mais en fait, je sais même pas s'il se le dit. Enfin, c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de James Harden, quand même. On parle beaucoup du fait que c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de Kyrie, mais enfin, dans la tête d'Harden, ça m'a l'air assez compliqué aussi. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il est dans une situation qui est terrible, Harden, parce que... Ah, mais complètement. En fait, qu'est-ce qu'il va faire, en fait, Harden ? Parce que là, si Philadelphie, par exemple... On a quand même eu des échos disant que les Sixers étaient prêts à laisser passer l'été et qu'ils étaient persuadés de pouvoir le convaincre. Mais moi, je comprends qu'ils soient persuadés de pouvoir le convaincre parce qu'en fait, Harden, s'il veut re-signer un contrat l'année prochaine, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs, il a intérêt à montrer qu'il est toujours un grand joueur NBA. Il peut pas se permettre de faire la gueule, en fait. Il peut pas nous faire une Ben Simmons qui, à l'époque où il s'était mis en retrait de l'équipe, ce que lui-même a fait à Houston à l'époque.
Oui, mais à ces moments-là, ils avaient des contrats longs, en fait. Ils s'étaient engagés sur, tu vois? Là, aujourd'hui, Harden, s'il joue pas pendant plusieurs mois et qu'il revient avec un état physique assez moyen, et cetera, il aura pas de gros contrat l'été prochain. Déjà, même s'il fait une très bonne saison, je suis pas sûr qu'il ait un gros contrat l'été prochain, parce qu'on sait que le joueur est instable, on sait que physiquement, c'est pas l'assurance tout risque, on sait qu'il commence à vieillir. Donc, bon, moi je comprends Philadelphie en fait dans cette affaire et effectivement je comprends très bien que Daryl Morey se dise attendez, moi Harden je le connais par cœur, je sais très bien qu'on peut encore le faire revenir sur le parquet, donc on va voir. En tout cas Tu sais, à Philadelphie c'est compliqué, hein, la situation est compliquée aujourd'hui. Si t'es fan de Philadelphie, c'est compliqué d'être optimiste, quoi. Ouais, complètement. Et puis, est-ce que tu vas aller dire à Joel Embiid, au fait, Joël, tu sais, le début de saison cauchemardesque qu'on avait fait avec Ben Simmons, eh ben, Ouais. on recommence cette année, on Pareil. remet le couvert avec James Harden. Let's go! Non, mais c'est le gars, comment tu veux lui vendre ça? C'est hard, quoi. Surtout si James Harden décide de vraiment bouder et de pas jouer le jeu, tu vois. Mais Harden, à un moment, il va bien s'en rendre compte du fait qu'il n'y a pas de marché pour lui. Enfin, tu vois, je suis désolé, mais il s'est servi de Houston, soit parce qu'il voulait vraiment y retourner, soit parce qu'il pensait que ce serait un levier dans les négociations. Bah, il s'est très vite rendu compte qu'Ime Udoka n'avait aucune envie de le récupérer et qu'il préférait largement prendre Van Vliet. Euh, Aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'y a pas de mouvement sur lui, malgré le fait qu'il ait clairement demandé à être tradé. Bon, enfin, à un moment, il faut regarder la réalité en face à Harden, et il faut se rendre compte qu'il faut arrêter de parler et montrer sur le parquet que c'est toujours un grand joueur NBA, et à ce moment-là, on verra ce qu'il en est. Mais pour le moment, il est dans une impasse, Harden. En fait, c'est lui qui est dans une impasse. Ah, tu sais, j'ai eu mal au cœur quand j'ai bossé sur ce podcast et que j'ai travaillé sur cette histoire de James Harden, là. Et j'en parle 5 minutes alors que j'ai bossé pendant 2 heures sur cette histoire de James Harden. Bref. Et quand je relis les articles de l'époque, l'enthousiasme d'Harden qui est là, allez, on va aller gagner le titre et tout, c'est sûr. Tu sais, l'autre fois, j'ai commencé à parler de James Harden en disant ça fait 3 fois en 3 ans qu'il demande à être transféré. Mais je pense très sincèrement que son départ de Brooklyn, c'est difficile de lui en vouloir, en fait, de ce départ-là. Je pense que c'est difficile de lui en vouloir d'avoir regardé Kyrie Irving qui refuse de se faire vacciner, qui refuse de jouer, qui chouine en permanence, qui brûle de l'encens dans le vestiaire, qui fait tout son cirque, et de se dire à un moment, putain, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me cogner ça pendant combien de temps, là? Et je trouve ça compliqué je comprends pourquoi il a eu envie de se barrer, quoi. Non mais attends, alors je comprends. Houston, c'était vraiment très moche. Oui, non mais Houston, voilà, c'était excessivement moche. Non mais attends, quand il a demandé à quitter Houston, il voulait aller à Brooklyn. Je veux dire, à un Oui, moment, non, mais oui, surtout que Houston lui a dit, c'est Fertitta qui lui a dit, tu veux quoi? Tu veux Philadelphie ou tu veux Brooklyn? Et ouais. il a choisi Brooklyn. Donc moi, je vais certainement pas le plaindre du fait que à Brooklyn, ça se soit pas bien passé, ou qu'il se soit rendu compte que Kyrie Irving est clairement plus un influenceur qu'un joueur de basket. Enfin, voilà, tu vois, on peut pas. Non, il y a aucune circonstance atténuante, aucune. Harden, c'est n'importe quoi. Sa carrière depuis 3 ans, là, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Et là, en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il se retrouve dans une impasse financière. Et il vient peut-être de laisser passer. Enfin, 2 fois, il a eu ce que je viens d'expliquer. Que ce soit avec les Rockets et ensuite avec les Nets, il a toujours eu devant lui l'espèce de promesse qu'il allait encaisser le chèque de sa life, quoi. Et là, c'est terminé. Ce truc-là n'existe plus. T'imagines la violence du truc pour ce mec-là? Clairement, hein. Oui, Je pense que... Non, mais attends, Charlie. C'est le premier à dire, ouais, rendez-vous compte le sacrifice que j'ai fait, tout ça. oui, non, mais je suis d'accord. C'est ça, le sûr problème. et certain qu'il est absolument dégoûté de ce qui est en train de se passer. D'un point de vue personnel. C'est sûr. Et là, les Clippers qui veulent le faire venir, et je vois vraiment pas. J'entends encore les Knicks, Boston, les Bucks, qu'on m'explique comment ça marche pour faire venir ce gars-là et pourquoi il le ferait venir. Bref.
Ah oui, non, c'est très, très Les compliqué. Clippers ont l'air d'être les plus motivés parce qu'ils ont essayé de faire venir Brogdon. Ils cherchent un meneur de jeu, clairement. Ils Non. ont fait venir John Wall, ils ont fait venir Rajon Rondo, ils ont fait venir Westbrook. Ils pensaient que ça allait être bon et puis finalement ça l'a pas fait. Non, mais les Clippers, c'est les plus probables parce que c'est les plus susceptibles de faire n'importe quoi, en fait. C'est Voilà, surtout ça la vérité. je maintiens et j'arrête pas de lire partout que les Clippers avec Paul George, ça sent pas bon. C'est-à-dire que les Clippers ont vraiment pas forcément, enfin, on hésite vraiment à lui donner un contrat, une extension. Je sais pas, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer comment tout ça va se passer. Mais je pense que ça va beaucoup traîner des pieds si, je sais pas. C'est très bizarre. Cette situation est extrêmement compliquée. Bah oui, oui, c'est très difficile de voir une issue, en fait. Autant sur Lillard, on pense que ça peut prendre du temps, mais il va forcément y avoir une issue, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'il y ait une issue. Autant aujourd'hui, sur le dossier Harden, c'est quand même plus compliqué. C'est quand même plus compliqué, et effectivement, il y a quelqu'un dont on parle quasiment pas pour le moment, mais qui pourrait bien finir par en avoir marre de tout ce cirque et de toutes ces histoires, c'est Joel Embiid. Et ça, Mais pour le coup, complètement. pour Philadelphie, ce serait absolument tragique. Mais je pense que c'est leur cauchemar. Et une équipe comme les Knicks, quand tu vois les moves qu'ils font, quand tu vois les contrats, franchement, mais les Knicks, mais ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est une franchise qui est hyper bien gérée, quoi. Ils ont une santé financière hallucinante. C'est Oui, exemplaire la façon dont c'est bâti cette histoire. Ils après ont les des Knicks, assets, ils ont des pics de draft, ils ont des contrats intéressants, ils ont des joueurs intéressants, ils ont tout pour réaliser un gros coup sur le marché des agents libres. Enfin, bah, sauf ou que des transferts. Enfin, plutôt, en fait, s'ils veulent des choper marchés un des mec comme transferts plutôt. Ouais. Embiid, ce sera forcément via trade, parce qu'ils Oui, peuvent pardon. Non, faire mais, autrement, mais pour ouais. le coup, je suis désolé, mais je vois pas quelle pièce pourrait intéresser les Sixers, hein. C'est pas avec Randle que tu vas choper Embiid. Non, mais si Joel Embiid dit je veux partir, Ah, bah, ça, Les Knicks ont clairement des pics de draft pour lancer une reconstruction. tout à fait. C'est vrai. C'est plus là-dessus. C'est pas Julius Randle va remplacer Joel Embiid. Bah non, mais Ça sera pas ça l'histoire. Bah non, mais il faudra quand même matcher les salaires à un moment. Oui, c'est pour ça. Donc, Mais ouais. À voir. Mais, voilà, on va arrêter là, Charlie. bah écoute, ouais, hein, et puis alors, attends, à ton avis, petit pronostic. Vas-y. Là, J'aime quand t'es comme ça. Là, c'est le dernier podcast. Ouais. Est-ce que, quand on reprend les podcasts, le premier podcast de la saison prochaine, Lillard est toujours à Portland, et est-ce que Harden est toujours à Philadelphie? Ah ouais, j'ai bien envie de faire ça. Par contre, ça veut dire que tu acceptes de venir pour le premier podcast de l'année, Charlie. Ouais, si tu veux, avec plaisir. Ok. Moi, je pense que les deux sont encore là. Donc, Allez, non, Lillard aura bougé. Premier podcast de la saison, on le fera le 1er septembre. Le vendredi Ok. 1er septembre. Eh ben, Lillard aura bougé et Harden sera toujours là-bas. Ouais, j'aurais presque envie de dire la même chose, mais moi, je vais dire le contraire. Juste pour... Non, mais je pense que tu as raison. Ouais. Je pense que Harden sera toujours à Philadelphie. Je ne vois même pas comment Daryl... C'est ce que je te disais la semaine dernière. Daryl Morey, jamais ne laissera partir James Harden pour un pot de chambre et un coupe-ongle. Bah, ce serait... En tout cas, Embiid le prendrait très mal, je pense, si ça arrivait. Ah, mais complètement. Je veux dire, Daryl Morey, il le fait pas... il le fait avant tout pour Joel Embiid, sauf s'il arrive à convaincre Joel Embiid que Tyrese Maxey est le parfait numéro 2. Et voilà, quoi. Ouais. Et il y a aussi le contrat expirant de Tobias Harris dans la musette de Daryl Morey. Mais ouais, non, ça c'est... Portland, on sait déjà que eux, ils ont envie ils attendent qu'une chose, c'est de s'engager dans une reconstruction et de terminer l'histoire Lillard d'une façon ou d'une autre, mais en récupérant ce qu'il faut. Et franchement, ça va être très compliqué parce qu'encore une fois, le package de Miami. Ah, tiens, c'est plus ça. Non, Charlie, tu vas pas t'en sortir à bon compte. Lillard, il est à Miami ou il est pas à Miami? Ouais. Est-ce qu'ils vont contre l'avis de Lillard ou pas? Ouais, il est pas à Miami.
Ouais, moi non plus, je pense pas qu'il va être à Miami. Or, c'est très compliqué, je trouve, de le dire parce que ça me semble très compliqué d'aller à l'encontre de ce que veut Lillard. Mais je vois même pas comment ils acceptent l'offre de Miami. Et je vois pas quelle troisième équipe va venir récupérer. Qui va voir Tyler Hero en se disant mais c'est carrément le joueur que je veux, quoi. Bah pour le moment, la seule équipe qui est citée, c'est Brooklyn, mais je vois pas pourquoi Brooklyn ferait ça, en fait. Oui, non, mais clairement. Est-ce que Philadelphie pourrait être le club qui récupère Damian Lillard? Est-ce que Philadelphie pourrait être le club qui récupère Tyler Hero? Bref, on va arrêter là, sinon on va arriver à l'heure et demie. Pour le dernier podcast, ça me dérange pas, mais là, ça y est, on a déjà dépassé la limite. On verra. Donc, 1er septembre, Charlie? Ouais, avec plaisir. Le rendez-vous est pris? Tout à fait. Chers auditeurs, avec vous aussi, le rendez-vous est pris. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de passer des très très bonnes vacances. Profitez bien de votre été et on se retrouve donc le 1er septembre avec Charlie pour voir un petit peu où on en est et faire un premier bilan avant la reprise de la saison NBA. Voilà, merci encore, à très bientôt, bye bye.